2021 et donc il est possible, elle est reprogrammée, je crois, pour la fin du mois de septembre et j'espère que cette exposition qui devait avoir lieu au musée Eugène Delacroix pourra être ouverte au public. Le titre de l'exposition, dont le catalogue est paru, s'intitule « Un duel romantique, le Giaour de Lord Byron par Delacroix ». Donc, c'est un sujet très particulier. Il me semblait intéressant non pas de déflorer le sujet de l'exposition, que je vous laisserai découvrir, ainsi que le catalogue, mais de proposer quelques réflexions autour de ce thème. Et je commencerai par une des idées reçues recensées par Flaubert dans son fameux dictionnaire à partir de 1850. Giaour, expression farouche d'une signification inconnue, mais on sait que ça a rapport à l'Orient. Donc, il montre là les difficultés de son temps à pénétrer le sens de ce mot qui donc signifie l'infidèle selon les Turcs musulmans. Et c'est autour de cette figure donc que Byron a conçu son poème, un de ces contes turcs qui ont joué un si grand rôle dans le romantisme naissant. Alors, c'est autour de cette figure qu'a été conçue l'exposition et si c'est possible, pouvons-nous avoir la première vue du PowerPoint? Voilà, je vous remercie. Donc, nous avons là un des tableaux dont nous parlerons tout à l'heure, un des tableaux de Delacroix conçu pour illustrer le Giaour. C'est donc le premier dans le temps qui a été présenté en 1826 à l'exposition au profit des Grecs pour leur venir en aide. Donc, la Galerie Lebrun à Paris a organisé en 1826 une exposition où ce tableau a été présenté. Et ensuite, donc la suivante, le tableau suivant, si c'est possible. Qui présente une autre version du Giaour, voilà, qui a été conçu plus tard, donc présenté en 1835 et qui est conservé au Petit Palais à Paris. Donc, le Giaour est un infidèle, selon les Turcs musulmans, un Vénitien qui, dans la Grèce du XVIIIe siècle, séduit une esclave circassienne du harem de Hassan. Et ce dernier l'a fait tuer pour la punir de son infidélité. Et donc, le Giaour tue Hassan, c'est ce combat terrible que nous voyons ici, lorsqu'il l'apprend. Le Giaour tue Hassan pour se venger et se retire dans un monastère. Alors, la publication du texte de Byron date de 1813 et il fait partie de ses poèmes orientaux. Le thème, donc je l'ai exposé en partie, c'est d'abord le poème commence d'abord par un regret sur la Grèce. Et donc, c'est aussi l'occasion, évidemment, de célébrer ce bicentenaire de la révolte qui aboutit à la libération de la Grèce du joug turc.
Le Giaour et les autres contes de Byron, les contes turcs, sont significatifs, comme les interprétations qui étaient données par Delacroix, significatifs d'un moment de l'engouement oriental, des débuts de l'orientalisme en France autour des années 1820. C'est un moment très particulier qui, d'une façon ambiguë, comme on le verra, mêle l'engagement philhellène, la défense passionnée de la Grèce, mais trouve aussi chez ses adversaires, chez les adversaires de la Grèce, chez les Turcs, ceux que l'on estime être ses oppresseurs, par conséquent, les représentations visuelles les plus ardentes, les plus flamboyantes. Et donc, c'est ce mélange autour duquel je voudrais proposer quelques réflexions. La suivante, s'il vous plaît. Voici donc un portrait de Lord Byron qui est revêtu d'un costume albanais sur lequel nous reviendrons par la suite et qui témoigne de cette façon, de cette imprégnation orientale qui est la sienne. Ensuite, le début du poème. Et là, je commence ainsi ma première partie qui est consacrée plutôt à Byron et la Grèce. Le début du Giaour met en scène la Grèce qu'il a vue et qui est prise dans ses fers, qui est enchaînée. Et il dit dans son poème, donc il se lamente sur la gloire déchue des Grecs qui ne tentent même plus de se révolter contre l'occupant ottoman. C'est vainement que la liberté ferait appel à des cœurs façonnés à leur esclavage, dit-il, et essayerait de relever des fronts qui vont d'eux-mêmes au-devant du joug. Alors, le début de ce poème a été illustré par Turner dans une aquarelle, mais ce que je vous montre ici, c'est le frontispice du voyage pittoresque de la Grèce de Choiseul-Gouffier de 1782, où on voit très bien la Grèce enchaînée. Et donc, c'est une situation qui passionne les voyageurs bien avant Byron, donc déjà avec Choiseul-Gouffier, qui sera ensuite ambassadeur à Constantinople et qui choisit ce sujet comme frontispice de son voyage pittoresque. C'est assez dire que la Grèce est d'une certaine façon, comme on y reviendra, au centre du Giaour, en évoquant donc l'arrière-plan historique. Et il est utile de rappeler que Byron a entretenu avec la Grèce une relation très privilégiée. La suivante. Voilà, je montre à nouveau ce portrait. Donc, on peut rappeler que Byron est parti avec son ami Hobhouse, compagnon de Cambridge, donc le 2 juillet 1809, qu'il a fait tout un circuit en passant par l'Espagne, l'Albanie, puis la Grèce continentale avant les rives de l'Asie mineure et Constantinople et le retour en Grèce. Donc, un immense voyage qui a duré 2 ans, qui est très bien connu grâce à la volumineuse correspondance du poète et à l'œuvre littéraire qui en est directement issue, en particulier le Pèlerinage de Childe Harold, publié à Londres à partir de 1812. Le succès de ce poème fut considérable en Europe
et les œuvres suivantes inspireront sous diverses formes le mouvement philhellène. Alors, l'image de la Grèce chez Byron reste absolument indissociable de son passé et l'une de ses premières haltes est à Delphes, où il salue Apollon et le Parnasse. Il visite avec enthousiasme l'Acropole et certains sites fameux comme Marathon. Le séjour à Athènes, la suivante, s'il vous plaît, lui ménage des rencontres avec les amateurs d'antiquité, comme Fauvel, que l'on voit ici dans sa maison, donc au pied de l'Acropole, Fauvel, qui, donc consul de France, qui collectionne les antiquités, comme on le voit ici. Alors, cette planche a été réalisée par Louis Dupré, un artiste qui voyagera en Grèce en 1819, qui évoque souvent Byron dans son texte, qui va publier donc un voyage à Athènes et à Constantinople, illustré de ces très belles planches, qui sont des témoignages extrêmement précieux et qui ont inspiré aussi de la croix. Alors, la suivante, s'il vous plaît. Donc, Byron fréquente aussi à Athènes le peintre Lusieri, qui est envoyé de Lord Elgin. Et j'en profite pour rappeler que Elgin s'est opposé assez violemment aux déprédations commises par Elgin, commises par Elgin, en particulier avec les fragments arrachés au Parthénon qui vont transiter donc à Londres, et on voit ici ces fragments présentés au British Museum en 1819. Mais la terre des antiquaires séparait aussi pour Byron d'autres séductions dès son arrivée en Albanie. Et en octobre 1809, il séjourne à Yanina, la suivante s'il vous plaît, la ville des mosquées et des maisons turques située au bord d'un lac. Donc, c'est une Grèce non classique, peut-on dire, qui est évoquée, qui est aimée par Byron et qui est évoquée ici par Louis Dupré, dont je vous ai parlé, qui a séjourné beaucoup en Grèce du Nord et qui en a laissé des vues très précieuses dans un album publié en 1825. Lorsque Byron séjourne à Yanina, donc dans cette ville fastueuse, il essaye des costumes albanais dont il dit qu'ils sont beaux comme des faisans. Et c'est donc avec ce costume qu'il pose dans le portrait que nous avons vu. C'est dans cette parure qu'il a posé pour le peintre Thomas Phillips dans le portrait dont une première version fut exposée à la Royal Academy en 1814. Donc, le poète exalte la beauté des costumes, exalte cette atmosphère orientale et en particulier lorsqu'il est reçu, la suivante s'il vous plaît. Donc voilà, ce costume beau comme un faisan, selon l'expression de Byron, et Louis Dupré est donc reçu par un personnage qui est à la fois l'incarnation de la cruauté pour le peuple grec, mais, et c'est là toute l'ambiguïté finalement de la découverte de cette civilisation orientale, mais apparaît en même temps comme un des personnages très inspirants de l'époque. Il faut rappeler que Victor Hugo, dans Les Orientales, l'évoque à plusieurs reprises. Je veux parler d'Ali Pacha, originaire de Tepelen, en Albanie, où il reçoit d'ailleurs Byron.
Et Victor Hugo l'évoque à plusieurs reprises, et dans la préface des Orientales de 1828, il considère que cet homme de génie, je cite, turc et tartare à la vérité, est à Napoléon ce que le tigre est au lion, le vautour à l'aigle. Ali Pacha est albanais, mais il représente la sublime porte, à laquelle il fera d'ailleurs des infidélités, puisqu'il sera assassiné dans l'île de Yanina par des représentants de celle-ci. Donc un personnage qui suscite à la fois la terreur auprès de la population grecque, et nous verrons tout à l'heure le tableau des femmes souliotes, mais qui en même temps apparaît comme une sorte de génie politique et qui a l'allure extraordinaire que nous montre ici Louis Dupré dans une aquarelle qui est publiée en planche dans son voyage. Ici, il est représenté en train de fumer le tchibouk dans une barque sur un lac d'Albanie, sur le lac de Butrinto, et entouré de musiciens, etc. Et cela rappelle un peu les descriptions que Byron a données de ces fêtes auxquelles il est invité, les Albanais dans leurs costumes. Et là, on peut passer à la suivante, les plus magnifiques que l'on puisse voir, voilà, où il décrit les costumes de ces Grecs qui l'ont tellement séduit, où il décrit le long kilt blanc, un manteau brodé d'or, une veste et un gilet en velours rouge bordé de galons d'or, etc. Les Tartares avec leur haute coiffure. Alors les Tartares, on les voit dans la planche suivante, dans les montagnes d'Épire, la traversée de Yanina à Trikala, et l'on voit effectivement un Tartare avec sa haute coiffure sur la droite. Et tout cet univers est un univers qui séduit profondément Byron. Et on voit que finalement, Byron fait évoluer la représentation de la Grèce, c'est-à-dire qu'il abandonne le classicisme, en particulier dans ses contes turcs, et il donne un visage, il lui donne un visage romantique, et on a l'impression que la Méditerranée devient le lieu de ce romantisme oriental qui va également marquer beaucoup Delacroix. Byron s'attache aux figures qu'il héroïse et dont il fait déjà les acteurs de l'épopée hellénique. Alors, ces personnages vont devenir un peu des classiques, des références pour la mémoire des voyageurs. Et on peut citer par exemple Edgar Quinet, qui est présent en Grèce en 1829 avec l'expédition de Morée, qu'il abandonne pour une découverte en solitaire. Et dans l'ouvrage qu'il fait paraître à son retour, La Grèce moderne et ses rapports avec l'Antiquité, il évoque les héros byroniens, qui sont différents assurément de ceux du voyage du jeune Anacharsis. On peut voir la planche suivante. Voilà, le voyage du jeune Anacharsis en Grèce, qui est paru en 1788, qui est un voyage qui va beaucoup inspirer ceux qui représentent la Grèce dans la première moitié du siècle, mais qui inspirera d'ailleurs aussi d'autres artistes, parce que, par exemple, Degas a tiré l'argument de son tableau des jeunes filles spartiates provoquant des garçons. C'est inspiré par ce texte. Mais c'est un texte qui reste très classique et auquel va se substituer l'esprit donc byronien avec des héros d'un nouveau style. On peut passer la suite. Voilà, un nouveau style, peut-être un peu comme par exemple cet amiral Canaris que l'on voit ici
et qui est semblable au grec évoqué par Edgar Quinet, dont je parlais à l'instant, où il évoque donc la beauté d'un pirate, ses cheveux noirs et bouclés, ses yeux fixes et durs, sa préoccupation d'une unique pensée, et qui semble sorti des poèmes de Byron, du Giaour, du Corsaire, par exemple. Alors, ces personnages des Turkish Tales, parus en 1813 et 1814, sont rapidement traduits en français et vont séduire évidemment les artistes français qui sont à la recherche d'une Grèce différente, à la recherche aussi d'une évocation de l'Orient, et de la Croix, comme on va le voir, sera particulièrement séduit. Voilà, on peut passer à la suivante. Alors, un mot encore sur Byron, pour préciser qu'il a effectué un second séjour en Grèce, qui viendra amplifier le rayonnement de ses textes. Il embrasse la cause de l'indépendance et donc part en 1823 et lutte aux côtés des Grecs à Missolonghi avant de mourir miné par les fièvres dans cette ville qui, par ailleurs, va devenir le symbole de l'héroïsme pendant la lutte des Grecs. Miné par les fièvres, puisque Missolonghi est dans une région de marais, et donc ce voyage a fait l'objet de nombreuses commémorations picturales. On peut s'arrêter sur celle-ci d'un peintre grec, Phryzakis, de 1861, qui montre donc Byron mettant le pied à Missolonghi, et on voit sur la gauche donc un pope qui brandit une icône de la résurrection, et on voit également à l'arrière-plan le minaret brisé, comme le symbole donc d'une libération, et beaucoup d'autres tableaux vont célébrer ces épisodes. Byron meurt donc en avril 1824 à Missolonghi, et on peut noter que c'est juste avant la lecture du Giaour par Delacroix, qui s'exprime sur le sujet dans son journal le 11 mai 1824, et nous y reviendrons. Je passe ainsi à ma deuxième étape, qui concerne le philhellénisme des artistes français, et plus précisément celui de Delacroix, en particulier son inspiration byronienne. Mais auparavant, je voudrais introduire cette partie par une réflexion de Barrès dans Le Voyage de Sparte, qui est paru donc alors beaucoup plus tard que notre époque, 1904, et où il dit ceci. Alors, on peut passer en effet au tableau suivant, qui sera plus adapté, merci, et qui dit ceci. C'est une réflexion qui paraît très juste. Cette Grèce, dit-il, où nous venons prendre des leçons de classicisme, a fourni plus qu'aucun lieu des couleurs au romantisme. Et c'est une réflexion tout à fait juste. Bon, j'y ai déjà fait allusion tout à l'heure. La Grèce apparaît comme le lieu du rayonnement de l'esprit romantique, en échappant au classicisme, et cela par la célébration, si on peut dire, son acte d'indépendance, et la représentation aussi de ses ennemis. C'est-à-dire que Barrès, en disant cela, fait mentir un peu la conception de Baudelaire, selon laquelle le romantisme était fils du Nord. Alors, cette remarque trouve sa justification dans l'intense production littéraire et artistique suscitée par la révolte grecque contre le pouvoir ottoman,
et avant et après le signal de 1821 qui en marque le début. Alors, il y a notamment au salon de 1827, qui est un salon très philhellène, mais aussi à l'exposition de la Galerie Lebrun en 1826, dont j'ai parlé tout à l'heure, toutes sortes d'épisodes qui vont relater cette révolte et ces luttes. C'est évidemment le tableau d'Ary Scheffer, les femmes sous l'yacht qui préfèrent se jeter dans le vide plutôt que de tomber aux mains d'Ali Pacha et de ses soldats, donc ici qui est évoqué dans sa figure de cruauté. Donc un tableau qui par ailleurs doit quelque chose aussi au radeau de la Méduse de Géricault. Ensuite, autre épisode aussi bien connu, c'est la fuite des habitants d'un petit village d'Épire, le petit port de Parga, dont on reconnaît à l'arrière-plan la silhouette qui est un petit peu, enfin, qu'on peut rapprocher de celle qu'il a toujours aujourd'hui, où l'on voit les habitants du port quitter la ville qui a été livrée à Ali Pacha, et dans la terreur d'être donc dominé par lui, ils quittent leur village. Là aussi, c'est un tableau du salon de 1827. On peut passer à la suivante. Voilà. Là, c'est un tableau d'un Italien, Francesco Hayez, où le philhellénisme a été également très important. Donc, les proscrits de Parga, alors même sujet. La suivante. Là, je vous. Un autre épisode. Donc, le Parga, c'était 1819. Là, c'est un autre épisode. Donc, la mort de Grégoire, patriarche grec, qui va être vous voyez, le meurtrier s'apprête à l'étrangler, on le voit à l'arrière-plan. C'est un tableau qui est exposé au salon de 1827. Ensuite, nous arrivons donc, c'est dans ce contexte de très grande effervescence philhellène que Delacroix va produire son œuvre personnelle et être très imprégné par la littérature de Byron. Alors, une des premières manifestations, bon, naturellement, mon objectif ici, d'ailleurs, l'heure tourne, je ne sais pas, je ne voudrais pas prendre trop de temps. Donc, je vois que oui. Donc, Delacroix va affirmer véritablement son engagement philhellène, mais aussi asseoir sa réputation artistique avec l'extraordinaire scène des massacres de Kyo, que nous allons voir maintenant, au salon de 1824. Lors de la rétrospective de la Croix en 2018, la grande rétrospective qui s'est tenue au Louvre, les commissaires avaient placé ce tableau presque à l'entrée de l'exposition, tableau entièrement rénové sur un fond bleu, et on se rendait compte en entrant dans l'exposition, d'abord en étant confronté à sa taille évidemment, et on se rendait compte de l'extrême nouveauté de la manière dont il avait saisi le public parisien en 1824, avec une œuvre qui d'abord évoquait l'île de Kyo, donc un endroit qui ne disait rien à personne parmi les visiteurs du salon. Il avait amené la Grèce là au cœur de Paris, et puis les souffrances de ses habitants. Il est passionnant de suivre dans le journal, au jour le jour, la réalisation de cette œuvre.
on voit les figures apparaître. Depuis qu'il a écrit la première trace du tableau dans le journal en mai 1823, je me suis décidé à faire pour le salon des scènes des massacres de Kyo. Alors évidemment, il faut rappeler qu'il s'agit là du massacre de la population de cette île en 1822 qui avait beaucoup marqué l'Europe. Alors, il s'est renseigné, il s'est beaucoup documenté, mais ce qui peut nous frapper en lisant son journal, c'est la façon dont le tableau se dessine progressivement de jour en jour. Alors, il explique qu'il a fait la vieille femme du coin, qu'il a fait telle autre figure, même jusqu'aux chaussures de cette vieille femme qu'on voit au premier rang. On voit aussi des visiteurs qui arrivent dans son atelier et qui lui disent « Ah bon, on ne sait pas si bien que ça. » Alors, il est extrêmement agacé, même s'il ne dit rien, mais il rapporte la scène. Et on voit bien la nouveauté de l'œuvre et par exemple la manière dont il exprime ici la souffrance avec c'est une douleur muette, en particulier celle de la vieille femme justement. Il n'y a pas de bras levés, il n'y a pas de hurlement, c'est une prostration de la population. Mais ce qui aussi fait la conviction, finalement, ce qui emporte l'adhésion du spectateur, c'est bien sûr également cette couleur locale, ces vêtements empruntés directement à son ami Auguste qui les avait rapportés de voyage, aussi bien pour le grec que l'on voit à gauche avec son vêtement vraisemblablement de Soulis, donc d'une région du nord de la Grèce, et puis le fez rouge. Donc il associe la couleur locale, une expression très convaincante, et puis enfin cette représentation de la Méditerranée à l'arrière-plan, ses couleurs, sa clarté, l'impression d'une nature qui reste indifférente au carnage et qu'il doit en partie à la découverte de Constable avec la charrette de foin qu'on va venir voir ensuite, qui est présentée au même salon de 1824 et qui lui a donné l'idée de donner plus d'importance au paysage. C'est du moins ce que l'on a retenu. C'est peut-être une légende, on n'est pas absolument sûr, comme ça a été dit, qu'il avait retouché le tableau à l'arrière-plan en voyant la charrette de foin de Constable dans une curieuse association. En tout cas, il est certain que nous assistons là à l'émergence d'un esprit très différent qui est fécondé, le romantisme est fécondé par ces événements de Grèce et de multiples manières. Alors, avec la suite, voilà, donc les massacres de Kyo, c'est aussi l'un des sortes d'affirmation d'une esthétique, celle de la couleur, du dessin et de la Croix s'opposant pendant toute sa carrière avec ce que les critiques appelaient son ballet ivre, s'opposant à Ingres. C'est l'un des grands débats du siècle, comme on le voit dans cette caricature, le dessin contre la couleur, et la Grèce et l'Orient sont une source où puise de la Croix pour cette petite révolution. La suite. Alors, Delacroix ne perd pas de vue le souvenir antique. Et comme Byron, finalement, qui a commencé son voyage par voir Athènes, enfin, qui a, au cours de son voyage, vu Athènes, le Parthénon, Delacroix n'a pas fait le voyage de Grèce, mais en 1825, il se rend à Londres. Et comme beaucoup d'artistes, pour beaucoup d'artistes, c'est une Grèce un peu délocalisée. Alors, évidemment, on n'applaudit pas au larcin de Lord Elgin, mais on va voir ces œuvres d'Athènes, ces fragments
qui montre une Grèce, une sculpture qui est si différente de celle qu'on connaissait et qui rayonne d'un réalisme inattendu par rapport à ce que l'on connaissait d'après les dessins, d'après des planches. Et il y a là un relief, des ombres, une certaine dramatisation parfois, et on le voit dans cette lithographie de Delacroix, ce Thésée vainqueur du centaure Eurite, qu'il aurait donc dessiné pendant son voyage de Londres en 1825. Donc tout cela est mêlé et oui, voilà, merci. Donc, autre grand tableau qui rend hommage à la Grèce, c'est évidemment la Grèce sur les ruines de Missolonghi, qui fait figure d'icône. Il faut rappeler là aussi cet événement qui a profondément marqué l'Europe. Missolonghi, c'est l'histoire des habitants de la ville qui préfèrent se faire sauter, qui préfèrent donc sa propre mort pour donc plutôt que de tomber aux mains de l'ennemi. Et la figure de la Grèce sur les ruines de Missolonghi est une sorte d'icône qui donc s'installe pour longtemps dans l'imaginaire, qui dépasse d'une certaine manière, en dépit de son costume, en dépit aussi de la présence de cet Égyptien que l'on voit à l'arrière-plan, sur la droite du tableau, Égyptien qui a lutté aux côtés des Ottomans dans ces combats. Au-delà de cet aspect local, il y a la force d'une allégorie de la souffrance, de l'héroïsme, et on sait que pour la liberté guidant le peuple, Delacroix s'inspirera de certains sujets philhellènes qu'il avait conçus avant, ce qui montre l'universalité de ces sujets. Alors, au nombre des œuvres grecques de Delacroix, le poème de Byron, le Giaour, a une fureur particulière, on sent passer le souffle épique d'un poète, et il faut rappeler, les lignes du journal de Delacroix du 11 mai 1824. Je cite, « Le poète est bien riche. Rappelle-toi. » Alors, il s'adresse cette injonction à lui-même. « Rappelle-toi pour t'enflammer éternellement certains passages de Byron. Ils me vont bien. La fin de la fiancée d'Abydos. » Alors là, c'est un autre conte turc. La mort de Sélim, son corps roulé par les vagues, et cette main surtout, cette main soulevée par le flot qui vient mourir sur le rivage. Cela est bien sublime et n'est qu'à lui. Je sens ces choses-là comme la peinture les comporte. Et là, il passe au Giaour. La mort d'Hassan dans le Giaour. Le Giaour contemplant sa victime et les imprécations du musulman contre le meurtrier d'Hassan. La description du palais désert d'Hassan. Les vautours aiguisant leur bec avant le combat. Les étreintes des guerriers qui se saisissent. Alors, les étreintes des guerriers qui se saisissent, c'est évidemment un des aspects que nous verrons surtout dans le tableau d'après, mais je voudrais qu'on reste un instant ici. Il y a évidemment dans ces tableaux le passage d'un souffle qui est celui de la poésie. Ça n'est pas l'illustration d'épisodes historiques. On a l'impression, là, donc c'est un tableau de 1826, on a l'impression qu'on est là dans la traduction de sentiments, d'une révolte, en même temps de l'expression d'une haine terrible entre ces deux cavaliers. Alors, ce tableau de Chicago est donc exposé alors au profit des Grecs à la Galerie Lebrun 1826.
et il est refusé au Salon de 1827. Alors, il y a des commentaires furieux du style de celui-ci. Je ne peux pas m'empêcher de vous lire. Monsieur Delacroix commence évidemment à se moquer du public, dit-on. C'est un anonyme qui dit ça. Il emploie les couleurs comme un maçon se sert du ciment. Et son combat du Giaour, d'après Lord Byron, est une véritable enseigne de cabaret. Il y a une idée, mais une idée ensevelie sous une croûte. Donc on voit bien que l'ardeur des combattants est aussi celle d'un artiste qui, par ses sujets passionnés, donc assied son propre destin, son destin de peintre, son destin qui est celui d'une autre sensibilité, plus directe, plus mouvante, plus cruelle peut-être aussi. Alors, quand même, un peu plus tard, d'autres reconnaîtront que la peinture est pleine de fougue et d'entraînement, et Alexandre Dumas a été un temps propriétaire de l'œuvre. Alors, la suite. On reconnaît donc dans le tableau que vous avez vu la précision, oui, je ne vais pas attirer votre attention, mais le cavalier de gauche portait un costume Souliot, voilà, merci, un costume Souliot, et donc qui a été décrit, représenté par Delacroix dans d'autres œuvres, et par exemple le comte de Palaciano en costume Souliot qu'on voit ici, et qui est le même que celui du Giaour que l'on voit à gauche dans le tableau qui vient de passer. On peut passer la suivante. Voilà. Alors celui-ci donc est une autre version du combat qui est beaucoup plus sauvage encore, de 1835, et où on voit que Hassan a déchaussé, donc à droite, a déchaussé un étrier. Le cheval s'apprête vraisemblablement à tomber sur le flanc gauche. Tout cela est d'une violence terrible, et on peut se reporter à ce que dit Byron lui-même, c'est dans le fond inspiré par lui. Jamais l'amour ne soupirera pour les tendres faveurs de la beauté avec la ferveur dont la haine anime deux ennemis qui vont s'embrasser dans une fatale étreinte. Ceux que la haine a réunis le sont jusqu'à la mort. Alors, c'est là la représentation certainement d'un épisode du poème. C'est une étape donc de cette fiction. Mais c'est aussi, le Giaour représente aussi donc toute une série d'antagonismes, c'est le christianisme et l'islam, l'Orient et l'Occident, la civilisation et la barbarie, et ces tableaux de Delacroix en portent témoignage. Alors, dans la suite, alors oui, dans cette ardeur nouvelle du deuxième tableau que nous venons de voir, il faut aussi évidemment rappeler qu'en 1835, Delacroix a fait son voyage au Maroc en 1832, qui l'entraîne à passer aussi en Algérie, et les chevaux, l'ardeur des chevaux, les cavaliers sont représentés avec peut-être plus de réalisme par celui qui les a vus. On sait qu'il a été passionné par les scènes équestres, qu'il a pris de très nombreuses notes très détaillées sur la manière de monter, par exemple, très différentes évidemment de celles qu'il connaissait lui-même dans le manège ou qu'il fréquentait à Paris. Et les costumes, les selles,
la manière de monter. Vous voyez comme le Trousquin, par exemple, là à droite, dans cette aquarelle, est très précisément décrit. Tout cela entre dans la composition d'une deuxième Giaour que nous avons vue. Et puis, les fantasias, les courses à la poudre, comme l'on voit ici, ne sont pas très éloignées de la fougue que l'on voit entre le Giaour et Hassan. Oui, la suite. Alors, un autre aspect qui apparaît aussi dans l'évocation de Delacroix, c'est la transfiguration, me semble-t-il, de l'image de la nature grecque, de la nature méditerranéenne. Il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle encore, on se représente l'Arcadie à la manière de Poussin. Et par exemple, dans un tableau qu'on verra ensuite, comme il y a une réforme du paysage historique, eh bien, c'est une surabondance de verdure. Or, ce que l'on voit dans ce tableau, par exemple, qui est quelquefois appelé la mort d'Hassan, donc c'est peut-être Hassan qui est abandonné après avoir été tué par le Giaour, et l'on voit sur cette éminence une forteresse, c'est la mer au loin, et puis ce grand espace nu et aride qui est complètement donc une autre image de la Grèce à laquelle Delacroix certainement a été sensible et que l'on voit aussi dans le poème de Byron. Alors, la suite, voilà par exemple une image de la Grèce très poussinesque d'esprit et qui date de 1817, donc seulement une dizaine d'années finalement avant les évocations de Delacroix dans les massacres de Kyo, aussi bien que dans cet officier turc tué dans les montagnes, parfois appelé la mort d'Hassan. Voilà des images. Oui, on peut passer à la suite. J'en viens donc à ma troisième étape qui est un peu liée aux précédentes, mais qui commence d'une autre façon, puisque là, nous nous séparons de ces images cruelles, enfin, nous nous séparons pour un temps de ces images cruelles, de cette férocité, pour aborder l'image de la femme orientale, qui est celle à laquelle je me suis attachée bon, pour le catalogue et donc sur laquelle j'ai plus précisément travaillé et qui nous montre qu'avec le Giaour et Byron en général, se précisent certains aspects de celle que l'on peut appeler la femme orientale, qui va hanter littéralement l'imagination occidentale pendant tout le 19e siècle, donc c'était déjà le cas avant, mais qui va s'imposer davantage. Et c'est un paradoxe, parce que dans le poème du Giaour, celle qui est au centre de l'action, celle pour laquelle ces cavaliers s'entretuent, est quasiment absente. On pourrait dire que Leïla, puisque c'est son nom, est un peu l'arlésienne du Giaour, comme pour reprendre l'image, vous savez, de cette nouvelle d'Alphonse Daudet, cette femme dont on parle tout le temps, mais qui n'apparaît jamais. Et il faut rappeler donc qu'elle a trahi Hassan en rejoignant le Giaour dans la nuit illuminée du Bayram et donc déguisée en page, elle rejoint celui qu'elle aime. Mais dans le poème lui-même,
comme a pu le dire un spécialiste de Byron, elle n'occupe qu'une fonction de fantôme miroitant. Delacroix a retenu dans les contes turcs de Byron certains personnages féminins, mais pas elle. Elle n'est pas véritablement représentée. Pourtant, cet effacement ne trompe pas et elle a une véritable présence par son choix intrépide de trahir et elle rayonne, on peut dire, dans la nuit du poème. Et on peut ainsi voir au travers de cette figure émerger donc celle de ces femmes d'Orient qui vont peupler la peinture du 19e siècle. Alors d'abord, on peut remarquer, et j'ai placé là un tableau de Charles Glaire qui lui-même a voyagé en Orient, en Turquie, en Égypte. Et à ce propos, il faut remarquer que le poème de Byron a obtenu le succès considérable qu'on lui connaît, aussi bien en Angleterre, mais en France, parce que justement, il a voyagé. Et il y a déjà un certain nombre d'œuvres orientales qui se sont imposées dans les salons, mais pas forcément par cette évocation du voyage. Et un voyage cultivé. Ce qui distingue les poèmes de Byron, c'est un enrichissement documentaire qui apparaît dans les nombreuses notes des poèmes et qui puise, par exemple, dans un ouvrage très savant de Barthélemy d'Herbelot, qui est paru au XVIIe siècle, La Bibliothèque orientale, et qui donne énormément de détails très précis sur la culture de ces pays. D'autres écrivains, comme Goethe ou Nerval, puiseront ensuite dans cette mine de renseignements, mais Byron recueille des informations qui se fondent dans le texte littéraire et qui lui donnent sa couleur. On a véritablement l'impression, outre son expérience du voyage, on a l'impression qu'il a prolongé ses impressions par des lectures qui donnent une densité au portrait. La beauté irradiante de Leila est restituée par des comparaisons. Il puise dans la poésie des Turcs. Alors, les yeux noirs au charme de gazelle, les joues pareilles à celles de la fleur du grenadier, la chevelure semblable à un flot de jacinthe, les pieds plus blancs que la neige des sommets. Toutes ces comparaisons sont, dans le poème, associées aussi aux lectures. Alors, on peut également montrer le lien que fait Byron avec, alors la suivante, s'il vous plaît, avec le fantasme qui sera poursuivi pendant tout le siècle et qui existe déjà avant lui, la beauté des esclaves circassiennes, cette région du Caucase, située à l'est de la mer Noire, où provenaient des esclaves qui furent parmi les plus recherchés de l'Empire ottoman. Et la circassienne connaît une faveur particulière dans la peinture, déjà au salon de 1814, comme on voit là, avec ce tableau de Blondel, parfois appelé une circassienne au bain. Mais cette faveur sera prolongée par la suite avec, par exemple, le tableau de Jérôme, la femme circassienne voilée, qui fait évidemment penser au roman de Pierre Loti, parce que le roman de 1879, Asiadé, met en scène l'amour donc d'un officier de marine, d'un giaour, comme il est appelé d'ailleurs dans le roman, d'un giaour pour une circassienne d'un harem de Thessalonique.
Et le Giaour est hanté par ses yeux verts, cette teinte vert de mer d'autrefois, chantée par les poètes d'Orient. Donc, on voit se tisser cette séduction et qui est également, cette figure de femme est également assez proche, donc la suivante, de l'esclave blanche de Leconte du Noüy, l'une des plus célèbres inventions de la peinture orientaliste, qui a été d'ailleurs retrouvée, enfin, pas retrouvée, mais qui a séduit à nouveau le public du XXe siècle lorsqu'on a retrouvé la peinture académique à la fin du XIXe siècle. Et cette figure de Leconte du Noüy, l'esclave blanche, avait fait son apparition très remarquée dans une exposition qui s'appelait Équivoque dans les années 70. Alors, un genre s'est créé finalement avec l'apparition des contes turcs, le genre de la beauté orientale qui va être encore admiré pendant tout le XIXe siècle d'une manière extrêmement fantasmée. On peut imaginer dans le poème de Byron, qui procède par allusion, donc on peut imaginer Leila comme sous ses traits. Et donc en même temps, la suivante, on peut l'imaginer aussi donc dans les scènes de tendresse avec auprès enfin de la courtisane Vassiliki, qui a été la favorite d'Ali Pacha. Et des scènes comme celle-ci peuvent renvoyer également à celle du Giaour, puisque Vassiliki donc, est la courtisane préférée d'Ali Pacha, comme Leila peut être celle de Hassan. Alors, cette sollicitude passionnée que l'on voit là n'est pas vraiment accordée donc à Hassan dans le Giaour, mais il est évoqué, sont évoqués les délices qu'il connaîtra peut-être plus tard et qui seront montrés par Achille Zo dans Le rêve d'un croyant, avec la présence des houris dont les yeux noirs peuvent rappeler ceux de Leila. Alors, on dit à propos de Hassan, Byron dit ceci: des vierges impatientes l'attendent dans les salles du paradis, les yeux noirs des célestes houris poseront sur lui un regard brillant à jamais, les voici agitant leur voile vert pour accueillir d'un baiser le héros. Alors, ces évocations créent un spectacle finalement quand même assez léger, semblables aux ballets qui sont créés au cœur du XIXe siècle. On peut penser à La Péri, qui est créé sur un livret de Théophile Gautier en 1843. Et dans son silence, Leila peut se confondre avec cet univers chatoyant où se mêlent luxe et volupté et qui sont rehaussés des accents colorés du poème. Alors, on pense parfois dans ces évocations, et celles qu'elles ont ensuite contribué à faire naître, aux propos d'aujourd'hui de Fatima Mernissi. Alors, on peut voir la suite. Voilà, dans son livre fameux, Le harem et l'Occident, qui donc est paru dans les années 1980 et qui a dénoncé les fantasmes des peintures orientalistes. Le harem, dit-on, est décrit comme un paradis sexuel peuplé de créatures nues, vulnérables et parfaitement heureuses de leur captivité. Mais ces images légères sont un peu trompeuses parce que dans le poème de Byron, l'atmosphère est en réalité assez angoissante. Alors, on peut voir la suite. Ah oui, ça c'était pour montrer que
la couverture de Mernissi est en fait inspirée par la grande odalisque d'Ingres. Voilà, et Mernissi montre bien comment les peintres européens ont donc contribué à donner cette image de la femme orientale. Et ce que l'on recueille à la lecture du Giaour a bien sûr donc contribué à cette image. Alors, ces images légères donc, ne font pas oublier que l'atmosphère du poème de Byron est très angoissante. La figure de Leila, ne l'oublions pas, est celle aussi de la nuit, puisque c'est la signification de son nom. Et la lueur qui est projetée est souvent très sombre. Le poème du Giaour dans son ensemble est plongé dans une atmosphère nocturne. C'est elle qui accompagne les moments décisifs de la trahison ou de la lutte entre le Giaour et Hassan. Et d'ailleurs, on voit bien cette atmosphère très sombre qui n'a rien à voir avec l'arrière-plan des massacres de Kyo dans les deux versions du Giaour. Alors, ce décor est adapté à l'histoire tragique qui se déroule, liant intimement l'amour et la mort. Et il faut rappeler que l'union funeste de Leila et du Giaour n'est pas sans parenté avec la passion d'une héroïne de même nom pour Majnoun, le fou d'amour, Majnoun, dans l'une des plus célèbres romances amoureuses de l'Orient, en particulier célébrée par le poète persan Nizami et souvent représentée par la miniature. Là, on en a une des scènes. Et Byron lui-même l'avait en mémoire toujours dans cette richesse de connaissance de la culture orientale. Il a rappelé dans son texte, dans une des notes d'un autre poème, l'histoire de Mejnoun et Leila, qui sont, dit-il, les Roméo et Juliette de l'Orient. Donc, une histoire tragique et donc un destin violent. Et oui, la suite, un destin violent, un peu à l'image de ce qu'aurait pu être celui de Scheherazade si elle ne s'en était pas tirée avec son talent de conteuse. En convainquant donc le sultan Shahriar d'écouter l'histoire suivante pour détourner son exécution. Et les Mille et une nuits ont été l'une des premières lectures de Byron et dont on voit ici une image suggestive par un peintre du XIXe siècle, Cormon. Les Mille et une nuits n'omettent pas, ne font pas l'impasse sur cet imaginaire de la cruauté et le poème de Byron emprunte l'un de ses ressorts dramatiques à l'une des histoires qui font la réputation d'Ali Pacha et de sa ville de Yanina que nous avons déjà évoquée tout à l'heure. La suite. Parce que Ali Pacha s'est rendu aussi tristement célèbre pour avoir perpétré un certain nombre de forfaits au château de Yanina, donc on aperçoit la ville ici à l'arrière-plan, et il a fait précipiter par une porte fatale donc des jeunes femmes qui lui résistaient. Et Byron évoque cet épisode dans l'une des notes du Giaour, en particulier le sort de Frosine, une très belle femme qui a résisté à Ali Pacha, qui a été précipitée dans le lac. Alors la scène, évidemment, n'est pas éloignée de celle qui clôt l'un des plus fameux poèmes des orientales, Clair de lune, qui s'enrichit de sources byroniennes et où il est dit ceci, donc ce sont des sacs pesants d'où partent des sanglots, on verrait en sondant la mer qui les promène se mouvoir dans leurs flancs comme une forme humaine. Et le poème du Giaour
évoque cela avec la noyade de Leïla, condamnée pour avoir rejoint, déguisé en page, la nuit, celui qu'elle aimait. La cruauté de ces images s'est pour longtemps attachée aux représentants de la femme en Orient, et il faut rappeler la fameuse question que Théophile Gautier, au retour de son voyage à Constantinople, on peut voir la suite, en 1852. Ah oui, alors j'avais mis évidemment un frontispice des orientales pour rappeler le poème Clair de lune. Théophile Gautier, donc au retour de son voyage à Constantinople en 1852, croit que tout voyageur qui revient d'Orient se voit poser la question fameuse « Et les femmes ?» Et il répond par une plausible histoire romanesque d'amour et de trahison qui pourrait se terminer, dit-il, par une lutte à main armée et la chute au fond du Bosphore d'un sac où s'agite vaguement une forme humaine. Alors là, la chose est racontée avec la légèreté et en même temps toujours une certaine dérision par Théophile Gautier, mais on voit comment l'image de la femme dans cette littérature et la peinture aussi, cette image est souvent liée à la cruauté. Et avec la présence au cœur du poème d'un châtiment infligé aux femmes infidèles, Byron contribue à installer la vision de la femme orientale victime telle qu'on la retrouve dans beaucoup d'œuvres du XIXe siècle. Cette image est très présente. La suite, donc dans le grand tableau de Delacroix, La mort de Sardanapale, exposé au Salon de 1827, et inspiré lui aussi par une œuvre de Byron, qui n'est pas le Giaour, qui est une pièce de théâtre sur Sardanapale. Alors, au-delà de l'argument historique, on peut entendre dans ce massacre la plainte des femmes sacrifiées de Yanina et plus généralement, dans le contexte orientaliste, l'attirance érotique à coloration sadique des oppresseurs pour les vaincus, comme ça a été dit. Je viens à la fin de mon intervention pour évoquer un autre aspect, pour finir, de la figure de Leïla. Et donc, figure rayonnante du harem, Leïla est aussi l'héroïne d'un drame qui crépite donc des fulgurances de l'amour, qui résonne du heurt des armes et des galops précipités, comme on peut entendre ce galop, le son des sabots, le piétinement des sabots dans ces évocations du Jaour. Alors, le Giaour a la puissance des grandes œuvres romantiques qui exploitent la violence. Et dans un autre genre, on pense à Chassériau, qui doit beaucoup à Delacroix, qui est assez proche de lui, surtout en ces années, où, par exemple, il évoque Othello. Othello est l'étouffement avec l'oreiller de Desdémone. Et Chassériau, qui a lui aussi interprété les œuvres de Byron. Mais la voix de Leïla, qui est donc étouffée, n'est pas seulement celle d'un sac sombrant dans les flots. Elle n'est pas seulement celle d'une victime terrassée. On s'aperçoit aujourd'hui que l'on peut lui donner une autre interprétation aussi, qui n'est pas, alors on peut aller pour la suite, n'est pas seulement celle d'une victime, parce que Leïla se distingue par sa révolte, celle d'une femme donc qui choisit son destin. Comme il est dit, je cite quelques vers, elle parut se rendre au bain où Hassan en fureur la fit vainement chercher, car costumée en page géorgien, elle avait fui la rage de son maître.
Et dans son travestissement, Leila assume son destin avec une force que l'on a pu dire androgyne, comme d'autres héroïnes de Byron, telles Gulnar ou Zuleika. Et cette émancipation personnelle prend une ampleur particulière dans le contexte historique évoqué au début du Giaour, qui met en scène la Grèce prisonnière du joug turc, interprétée donc par Turner, comme je l'avais dit. Et la correspondance de cette situation avec l'argument du conte n'a pas échappé au public. Et le combat du Giaour et du Pacha fut perçu comme la préfiguration du conflit. On peut comprendre ainsi la présentation par Delacroix de son tableau sur ce sujet à l'exposition de 1826. La rupture de la favorite d'Assan avec sa condition d'esclave semble en résonance avec l'insurrection. Et Leila devint bientôt le symbole même de la nation grecque asservie. Et on peut se demander si le regard sombre de la Grèce sur les ruines de Missolonghi, dans le tableau de Delacroix, ne peut pas être aussi celui de l'amoureuse du Giaour. Donc, en relisant Byron aujourd'hui, on mesure la nouveauté d'une vision qui échappait aux stéréotypes de la femme orientale telle qu'elle apparaissait chez Ingres, par exemple, comme on a vu tout à l'heure. Alors, on a vu certains aspects, la beauté du harem, la femme sacrifiée, qui rejoignent les thèmes que la peinture orientaliste va développer à l'envi. Mais on voit aussi qu'elle se manifeste d'une façon particulière avec sa beauté triomphante, la densité de sa passion, son engagement dans un destin personnel. Leila rayonne aussi d'une force peut-être d'autant plus puissante qu'elle reste abstraite en étant une figure invisible. Voilà quelques-uns des aspects que je voulais retracer au sein de cette conférence. Donc, c'est l'engagement de Byron au sein du philhellénisme, le souffle poétique des Turkish Tales qui traverse les œuvres de Delacroix et nous émeut dans les deux tableaux que j'ai choisi plus précisément de vous montrer. Il faut quand même dire qu'il y a aussi d'autres œuvres en particulier des lithographies, etc., où il s'est inspiré du Giaour, mais celles-ci sont les deux peut-être les plus fortes. Une figure de femme absente qui inspire par une sorte de force occulte celle des femmes d'Orient, appelées à de nombreuses incarnations. Tels sont donc quelques-uns des thèmes que l'on espère bientôt voir incarnés sur les cimaises du musée de la Croix. Je vous remercie de votre attention et aurais aimé, bien entendu, pouvoir discuter avec vous dans la proximité d'une rencontre. J'espère que ça pourra se faire d'une autre manière, une autre fois, en des temps meilleurs. Merci beaucoup. Alors, si oui, vous avez des questions. Oui, justement, parce que vous disiez qu'on pourrait discuter, ben on peut le faire à distance, mais je suis sûr que tout le monde sera très intéressé de pouvoir poursuivre la réflexion en vous posant des questions. Oui, moi je me posais une question, c'est que vous évoquez beaucoup l'aspect, comment dire, un Orient qui finalement est très rêvé et très idéalisé, un peu, et même de l'ordre du fantasme. Alors comme vous parliez à un moment donné des stéréotypes qui étaient plutôt véhiculés finalement dans le classicisme de Ingres et tout ça, je me demandais quand même s'il n'y avait pas malgré tout dans ces imageries, même aussi chez Delacroix, quelque chose de l'ordre quand même du rêve et de l'imaginaire, parce que est-ce que c'est pas parce que la réalité de l'époque, que ce soit en Turquie, en Algérie ou en Grèce, elle était sans doute extrêmement différente de ce qui était peint, en tout cas
par Delacroix. Un peu plus tard, moi je me rappelle d'un peintre, mais je pense que c'est plus tard, qui s'appelait Girardet. Je ne sais pas si... qui avait un côté beaucoup plus réaliste, en tout cas beaucoup plus de l'ordre du naturalisme plutôt. Donc, est-ce qu'il n'y a pas effectivement un côté quand même très très rêvé et idéalisé quand même dans cette... Ah oui, 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 enfin, je ne pense pas. Bon, ni Delacroix, ni d'autres peintres n'ont pénétré dans les. Ni Byron. Ouais. Alors, Byron a quand même évoqué dans Don Juan une visite dans un harem. Bon, mais enfin, bon, tout ça reste quand même très, très fantasmé. Et je pense que le Giaour, c'est surtout, enfin pour moi, c'est la démonstration de la puissance de la littérature dans l'inspiration picturale. Je trouve que c'est là, enfin, on a l'impression qu'il s'enflamme en lisant Byron et il passe quelque chose mais de très différent certainement de la réalité. Bon, évidemment, les combats auxquels on assiste sont des évocations littéraires et puis traduites avec un élan, une fougue particulière voilà, qui s'est développée avec la lecture. Il n'y a pas, surtout à propos de cette exposition, on ne peut pas parler de réalisme, sauf peut-être, et c'est un élément de l'inspiration, avec les vêtements, les costumes et les accessoires des cavaliers, qui sont, eux, inspirés par des objets réels. Parce que le voyage au Maroc, c'est beaucoup plus tard pour Delacroix. Hein. Alors, c'est 1832. Oui, c'est ça. Et donc, on voit effectivement, on peut voir dans le deuxième Giaour, Ouais. qui date de 1935, Ouais. Un intérêt accru pour la scène équestre. Il montre les cavaliers de plus près, plus en détail pour les accessoires. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire néanmoins, parce que tout est, enfin, tout ça est d'une richesse assez complexe. Il y a eu au XVIIIe siècle ceux qu'on a appelés les peintres du Bosphore, qui ont séjourné à Constantinople et qui ont publié des planches qui étaient inspirées par des choses précises. Donc, tout cela est mêlé dans l'imagination des peintures. On ne peut pas dire non plus qu'il n'y ait pas eu de contact, par exemple, avec des scènes du Bosphore. Bon, pas dans les harems, mais pour les costumes, pour certaines scènes de bain, peut-être, il y avait des choses très plausibles qui étaient représentées. Est-ce qu'il y a des gravures qui circulaient aussi un tout petit peu sur Paris, par exemple, ou en France? Oui. Permettez aux bien peintres, sûr. effectivement, de se... Bien sûr. Oui, Oui, oui. Et les images de Dupré, dont j'ai parlé, sont parues en 1825, mais circulaient déjà avant, et Delacroix avait acquis l'aquarelle d'Ali Pacha. Ah. Voilà, de ce despote oriental qui n'est pas très éloigné de... Bon, sa figure de Sardanapale, quelque part, n'est pas très loin de l'Ali Pacha qu'on voit chez Dupré et qui circulait avant 1825. Marianne Bellatresse, je voulais juste évoquer le pendant littéraire du massacre de Kiyo, donc dans l'œuvre des Orientales de Victor Hugo, L'Enfant, qui est un très beau texte sur ce sujet-là. Je veux de la poudre et des balles. Oui, oui, voilà. À la fin, ce qu'il demande, c'est la poudre et des balles. Et puis, je voulais dire aussi que j'ai eu, il y a 25 ans, la chance de pouvoir traverser toute la Turquie
Et ce qui m'avait impressionné, c'était justement tous ces villages grecs abandonnés. Et on avait eu l'occasion de visiter des maisons de ces Grecs qui étaient vraiment magnifiques. Et ça m'avait frappé de voir toute cette désolation sur ces collines, ces villages abandonnés. Voilà. Et j'ai vu aussi Ioannina, hein, Janina, c'est Ioannina. J'ai pu visiter l'île et vraiment, c'est impressionnant. Enfin, cette région-là est vraiment à découvrir. Voilà. Oui, ça, je suis bien de votre avis. Moi, j'ai toujours été très marquée par cette ville de Yanina que je Oui, trouve absolument extraordinaire. C'est une oui, autre Grèce. oui, tout à fait. Et évidemment, l'Épire. Alors, ça n'est pas la Grèce balnéaire, il faut le Oui, dire. oui, Et tout je à pense fait. que pour cette raison, on ne s'écrase pas les pieds au bord du lac de Oui, Yanina. mais Et puis, les routes enfin, de l'Épire sont souvent un petit peu oui, aventureuses, mais c'est certainement celle où l'on sent le plus le souffle du romantisme. oui, tout à fait d'accord. Merci. Oui, je voulais vous remercier déjà pour cette conférence tout à fait passionnante et tel Scheherazade, vous nous avez enchanté, vous auriez pu parler mille et une nuits, on vous aurait suivi encore, comme on s'enchante de vos cours au palais universitaire. Je voulais juste mentionner que le mot djaour qu'on trouve comme ça, dans ce contexte turc, pour nous, il est plus familier en Afrique du Nord. On dit gaouri. Gauri, Gaouri oui, pour désigner oui, la fidèle. Quant à Delacroix, je voulais dire aussi que si vous nous avez montré justement ce bas-relief qu'il a lithographié en Angleterre, on connaissait depuis la Renaissance, au fond, on connaissait l'art grec surtout par des statues qui étaient au fond des copies romaines. Voilà. Qu'on découvre à ce moment-là, grâce à ces reliefs qu'on fait venir avec Lord Elgin, etc., on découvre quand même une sculpture grecque. Et c'est une première étape pour découvrir les Grecs, mais Delacroix va découvrir d'autres Grecs quand il va aller au Maroc. C'est-à-dire qu'on voit dans ses écrits, dans ses notes, qu'il dit qu'il a toujours vu des Grecs qui étaient en marbre et qui ne bougeaient pas, qui étaient ceux des statues, et que quand il est enfin au Maroc, il voit enfin des Grecs vivants, c'est-à-dire les Marocains. C'est-à-dire qu'il découvre une antiquité qui est encore vivante, qui est au fond celle de ces Grecs tels qu'ils devaient être dans l'Antiquité, c'est-à-dire vivants, querelleurs, hauts en couleur, etc. Et non pas des statues de marbre figées comme ça. Et c'est pour lui une grande découverte, je crois, à ce moment-là. Et il en parle dans ses notes, quoi. Voilà. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, bon, je pense qu'il a découvert aussi des Romains, parce Oui, qu'il dit bien des Catons, des oui, Brutus, aussi, oui. n'est-ce pas? Il y a les Panathénées, mais enfin, pour lui, c'est une antiquité voilà, gréco-romaine. Et on peut dire d'ailleurs, enfin, il me semble, on pourrait développer ça pour montrer que le mouvement orientaliste ne reste jamais très loin du modèle gréco-romain. C'est-à-dire qu'on approche la Méditerranée avec ces images subliminales dont on ne se départit pas. Enfin, je parle des artistes. Ça, on en a un bon exemple avec cette période des années 1820. Enfin, même si on essaye aussi de s'en émanciper. Et par ailleurs, je pense quand même que le voyage de Delacroix au Maroc se situe à un moment où il va, dans certains tableaux après, revenir à un certain classicisme avec ses grands décors, où il va être obligé de représenter des allégories comme à la bibliothèque du Palais Bourbon. Et il rompt
me semble-t-il, plutôt avec les folies à la Sardanapale, qu'on lui a prié d'ailleurs de... Bon, on lui a demandé de s'apaiser de ce côté-là s'il voulait faire des décors. Je me fais l'écho d'une question qui a été écrite. Et donc, c'est Jean-Philippe qui demande si l'expression que vous avez employée de joug turc figure texto dans le poème de Byron. Alors, je n'ai pas mon Byron avec moi, mais il est certain que le langage de l'époque, bon, je ne sais plus comment c'est traduit, mais on dit toujours que la Grèce est dans les fers, comme on l'a vu sur le frontispice de Choiseul-Gouffier. Et ce qui est très étrange, évidemment, c'est que tout en s'engageant avec beaucoup de passion contre l'emprise de l'Empire ottoman, les artistes ont continué à découvrir la Turquie, à s'enthousiasmer pour les bords du Bosphore, à représenter, à faire valoir les ressources visuelles des costumes turcs, peut-être même plus quelquefois que ceux des Grecs. C'est-à-dire que, bon, comme je l'ai montré aussi, l'ambivalence à propos d'Ali Pacha, dont on enfin, je pense qu'il ne semble pas, chez Victor Hugo par exemple, inspirer la terreur qu'il développait chez les Grecs. Merci. Je me permets moi-même une question. Vous avez montré un dessin de Chassériau ou une aquarelle, un dessin. Une eau forte. Une eau forte, merci. Et ça me faisait penser à ce que vous disiez en introduction lorsque nous parlions de Strasbourg et de ce qui existe à Strasbourg. Ça m'a fait me souvenir qu'il y a au moins un tableau sur ce thème à Strasbourg et qu'il y avait même cette exposition une quinzaine d'années sur Chassériau orientaliste. Alors, qu'est-ce que nous avons à Strasbourg dans ce registre que nous pourrions voir prochainement? Alors, bon, je mentirais en disant que Strasbourg se distingue par ses collections orientalistes. Ça serait quand même un petit peu forcé. Mais il faut évidemment souligner, bon, je n'ai pas en tête là toutes les collections, que pourtant je connais bien, bon, mais Chassériau, c'est sûr. Alors, pour quelles raisons? Eh bien, des raisons de distribution de la part de ses descendants d'œuvres à un certain nombre de musées en France. C'est pas, voilà. Mais il y a un tableau en particulier qui s'appelle Scène de harem, qui est souvent reproduit et qui est très, très révélateur des représentations, très, très évocateur des représentations de la femme orientale, parce que là, justement, la femme qui est au centre de ce tableau qui représente un harem est assez proche dans son maintien de la Vénus de Milo. Et c'est souvent ce que l'on remarque. La Vénus de Milo qui arrive au Louvre en 1821, exactement au moment où on parle de tout ça, il est certain que le sujet se prêterait à des développements multiples. Et donc, vous touchez du doigt, là, avec Chassériau, aussi un de ces aspects que nous évoquions tout à l'heure avec M. S. C'est évidemment la porosité entre ces mondes et qui s'incarne souvent dans la peinture. Le tableau de Strasbourg est significatif. Et il y a en même temps, alors à côté, une ou deux œuvres qui évoquent Othello. Alors là, vous avez vu, il a fait d'abord une série d'eau fortes, mais il a fait aussi des tableaux sur le sujet. Othello, le mort de Venise,
qui est aussi, à certains égards, une œuvre orientaliste. D'autant qu'une partie se déroule à Chypre. Et donc, on voit les voyageurs du 19e siècle, comme Henri de Régnier, par exemple, qui relisent Othello en arrivant avec leur yacht au rivage de Chypre. Merci beaucoup. Je ne peux pas m'empêcher de signaler que Kmar Bendana nous rejoint alors, en cours de route et elle nous rejoint depuis Tunis. Ah, très alors, bien. Peut-être qu'elle... Merci de le signaler. Alors à Tunis, puisqu'on était en train d'évoquer un peu des œuvres orientales, à Tunis, où est attendue prochainement l'exposition sur Salammbô, qui va avoir lieu au palais du Bardo. Et donc, je pense que ça sera intéressant d'observer un peu la réception. Elle devait s'ouvrir au mois d'avril à Rouen, évidemment, puisque c'est le bicentenaire de Flaubert. Et puis là, bon, je sais pas, enfin, moi, je n'ai pas de nouvelles de la manière dont ça se passera, mais je sais qu'elle doit aller au Mucem ensuite, et ensuite à Tunis. C'est bien loin. Peut-être que Kmar a des précisions, je suis sûr qu'elle a des précisions. On n'entend pas le son, Kmar. Vous n'avez pas le micro. Allô, allô. Là. Juste un petit problème technique qui va se résoudre. Non, c'est intéressant parce que moi, je n'avais pas entendu parler de cette expo, oui. Salammbô. Et donc, le suspense, on a peut-être un complément d'information. Donc, oui, alors, je crois que ça devrait, enfin, en principe. Je crois que ça marche, Kmar. Bon, pardon. Voilà. J'ai parlé au même moment, alors, voilà. Pardon. Oui, alors, des compléments d'information sur cette expo? Absolument pas, Antoine. Je prends comme vous. Voilà, on a beau être à Tunis, on peut être ignorant de ce qui se passe à Tunis. Vous êtes mieux informé que moi, mais je suis contente d'apprendre que cette exposition va avoir lieu. Vous avez les dates? Alors, en principe, je crois qu'elle était prévue à Tunis pour l'automne ou l'hiver, puisqu'elle ouvrait en avril à Rouen, ensuite le Mucem et après Tunis. Alors, mais je ne sais pas plus. Bon, moi, je n'ai pas participé véritablement à l'exposition, mais on m'avait demandé d'enregistrer ce qu'on appelle une capsule, donc pour dire quelques mots qui seront diffusés dans une salle. Alors, c'est comme ça que j'ai été un petit peu, mais je n'en sais pas plus. Ok, je vais m'informer, mais voilà, je trouve ça intéressant comme événement. Ah oui, 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 et avec des tableaux de la fin du 19e siècle qui ont illustré le roman de Flaubert, en particulier de Rochegrosse, par exemple. Voilà. Très bien. Au moins, j'aurais su ça. J'ai raté le début, j'ai raté la conférence, mais au moins, j'ai rattrapé cette information. Merci. Alors, il y a sans doute d'autres remarques, d'autres questions, mais je pense que c'est le moment peut-être opportun de mentionner qu'une exposition, j'y pense là aussi lorsque vous avez parlé de l'arrière-fond du massacre de Kyo et le travail sur
la mer, Constable et tout ça. Et je me demandais si Mishri et Myrti ne voulaient peut-être pas dire un mot de l'exposition qu'ils préparent justement sur ce thème-là de la mer. Et donc peut-être que certains des participants aujourd'hui auraient des connaissances, des artistes qui aimeraient participer à cette exposition, parce que je crois que la date limite n'est pas encore dépassée. La date limite était le 8, elle est dépassée. Ah, il n'y a pas d'exception. Si, il peut y avoir une exception, puisque l'exposition ne se tiendra certainement pas aux dates prévues. Donc, elle était prévue à partir du 28 avril. Donc, le titre, c'est Méditerranée, les couleurs de la mer. Il y a eu 16 candidatures. Pas d'artistes qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Hein. C'est surtout des artistes d'ici. Vu le contexte. Un peu, voilà, vu le contexte, et puis le fait qu'on ne puisse pas voyager ou transporter ses œuvres, venir au vernissage. Et qui a lieu où? À la galerie Harcourt, à Strasbourg. Donc, c'est rue Méditerranée qui a lancé le projet avec Jean-Louis S qui a écrit le texte. Et puis là, il y a 3 artistes qui ont postulé. Donc, voilà, on ne peut pas trop... je ne peux pas... Cette exposition, il y a des candidats qui ont répondu avec des bijoutiers, il y a des céramistes, enfin c'est très ouvert. On se réjouit de la voir dès qu'elle ouvrira. Ouais, sinon, que puis-je dire? Le comité de sélection doit se réunir dans les prochains jours. Mais bon, c'est encore ouvert. Hein. Mais comme il y a du retard, il n'y a pas de problème pour accueillir de nouveaux candidats. Est-ce que les œuvres refusées au salon de 1827 pourraient trouver place à Harcourt? Oui, tout dépendra de l'assurance. Très fier d'accueillir M. Delacroix, qui a un jeune talent qui mérite qu'on s'intéresse à lui. Si on peut en avoir une, je dormirai nuit et jour là-bas. En tout cas, peut-être des connexions à faire avec vos travaux et cette expo à creuser. On vous mettra les liens, les infos. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Un public assez large, malgré donc le fait que la plupart d'entre nous sommes beaucoup sur les écrans en semaine, et donc c'est vraiment très agréable d'être sur les écrans vraiment pour le plaisir. Oui. C'était vraiment extra. Écoutez, il me revient au nom de tous et toutes de vous remercier de nous avoir présenté le fruit de longues recherches, et aussi le support visuel était très très précieux parce que ça a permis de découvrir, redécouvrir des œuvres. C'était très très beau. C'est un musée, vous nous avez amené le musée chez nous, et donc merci beaucoup. Juste un mot sur la prochaine conférence. Vous verrez, les thèmes se recoupent de bien des façons, puisque nous entendrons Paul Dumont dans un mois. Et Paul Dumont nous parlera de Constantinople. Nous avions déjà entendu Erdal Kaynar il y a 2 mois, qui parlait déjà de l'Empire ottoman, la fin de l'Empire ottoman, mais plutôt du point de vue des jeunes Turcs, du point de vue des exilés de Paris. Et donc là, Paul Dumont va dresser une grande fresque de l'importance de Constantinople dans le monde méditerranéen. Et donc, rendez-vous dans un mois pour cette conférence.
Très bien. Merci. Le programme, je peux aussi rapidement vous le mettre en lien, de même que nous avions en lien. Et j'aimerais bien, ne m'oubliez pas pour les rendez-vous d'Oran Oui. qui ont été annoncés par le président tout à l'heure. Ça, je tiendrai beaucoup, ça m'intéresse énormément. Alors moi, je voudrais remercier Christine Pelter pour cette intervention très enrichissante. Et par rapport à Oran, justement, en fait, pour monter ce genre de projet et faire ce genre d'exposition qui est quand même une grosse expo, comment ça se fait en Algérie, par exemple? Est-ce que vous pensez qu'il n'y aura pas de difficultés, enfin, même si pour avoir des difficultés de toute façon pour tout et n'importe quelle expo en Algérie, mais par rapport à cette exposition particulièrement. Moi, je ne connais pas les collections d'Oran. Je ne sais pas s'il s'agit d'œuvres orientalistes. Il y en a pas mal. Voilà. Alors, évidemment, l'orientalisme n'est quand même pas un domaine favori, je crois, en Algérie. Mais bon, je pense quand même, enfin, comme je l'ai dit, moi j'avais discuté, on avait eu une soirée d'échange au MUSEM avec Nadira Lagoun, qui conserve elle-même des œuvres de ce genre à Alger. Bon, il y a, je crois, la possibilité d'ouverture, de discussion, c'est incontestable. Et il faut discuter. Maintenant, ce que je sais aussi, c'est que, par exemple, pour l'exposition qui avait eu lieu en 2003, je crois, sur l'Algérie en France, certaines œuvres étaient venues d'Alger. Il y a eu aussi une exposition, je crois que c'était au Louvre, de dessins venus d'Alger. Enfin, il y a des échanges qui ont déjà eu lieu. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que dans les collections d'Algérie, il y a beaucoup de très, très belles œuvres, souvent inconnues. Et vraiment, c'est un projet de très grand intérêt. Exact. Et d'échange aussi pour les textes. Vous voyez ? Il y a beaucoup de choses très intéressantes, notamment au musée Zabana à Oran, avec des peintres qui sont très peu connus, mais qui ont fait un travail tout à fait étonnant. Alors, beaucoup au début du XXe siècle, mais des choses extrêmement intéressantes. Ah oui, mais bien sûr, bien sûr. Et des collections de gravures tout à fait étonnantes et de photographies aussi. Ah oui. Non, mais ça serait évidemment passionnant, hein. Je pense. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, moi j'ai été très heureuse de partager avec vous ces sujets et je vous dis peut-être à une autre fois. Avec plaisir. Avec plaisir. Plutôt possible. Plaisir. Merci. Merci beaucoup.